Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui, sachant que c'est quand même un jour ouvrable et votre présence quand même témoigne de votre considération et surtout de l'importance que vous accordez à cette thématique. Et sachez qu'aujourd'hui, nous avons ce webinaire quand même qui est quand même intitulé, qui va s'articuler autour de la désinformation en Afrique. Et le thème qui a été retenu, c'est comprendre la désinformation en Afrique. Il faut aussi savoir que ce webinaire a été organisé par Polaris Asso, qui est une organisation internationale basée à Dakar et qui œuvre pour relever les défis de la jeunesse en utilisant le numérique comme levier. Polaris Asso, c'est une association que j'encourage beaucoup parce qu'ils mettent en place quand même beaucoup d'initiatives qui impactent positivement la communauté, raison pour laquelle j'ai quand même pas hésité à pouvoir modérer ce webinaire. Donc, moi, c'est Balkissa Ahmadou, je suis directrice marketing et croissance à Erudi Afrique. Et ce webinaire a été organisé dans le cadre d'un projet qui est déjà en cours. C'est vraiment le projet Info où il y a eu plusieurs initiatives, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Donc, ce webinaire, c'est vraiment dans le cadre qui est en ligne. Et Polaris Asso l'organise avec plusieurs autres partenaires de renommée quand même, que je vais quand même vous lister pour que vous puissiez avoir connaissance de cela. Donc, c'est vraiment l'Organisation internationale de la francophonie, c'est l'ambassade de France au Sénégal. Vous avez les Soft Skills Academy du groupe PSM, il y a Captain Fact et puis Africa Check. Tout cela a pour vraiment objectif de pouvoir sensibiliser et outiller les jeunes et surtout les femmes pour lutter contre la désinformation en ligne. Alors, je vais rapidement vous donner l'objectif quand même de ce projet. C'est quand même un grand projet. Le projet Info, en fait, le Info, je peux vous l'épeler pour que vous voyez un peu la résonance. C'est INFO-UX. Donc, info, c'est un et faux, comme vrai ou faux. Alors, donc, l'initiative, c'est vraiment essayer de toucher 100 000 jeunes Sénégalais et Africains à travers des kits de sensibilisation en ligne et en présentiel, comme je vous le disais. Donc, c'est vraiment produire des connaissances sur la désinformation en ligne au Sénégal avec un focus particulier sur le genre et les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, par exemple. Juste un exemple, le deepfake. Et c'est aussi former, en fait, et mettre en activité 50 jeunes qui vont être des bénévoles, qui vont être formés sur la contre la désinformation en ligne. Et vous avez aussi 50 autres jeunes qui vont être des bénévoles pour être formés au fact-checking. Donc, vous l'avez bien compris, ces webinaires, c'est vraiment permettre à tous les participants qui vous êtes de pouvoir promouvoir une information fiable, de pouvoir renforcer la résilience quand même communautaire et de protéger la démocratie et les droits de l'homme dans la région. Et nous espérons aussi que cela vous fournira non seulement les informations et les connaissances nécessaires approfondies, mais aussi des outils pratiques pour combattre la désinformation en ligne. Donc, sans plus tarder, je vais quand même vous présenter nos différents intervenants qui sont quand même très inspirants dans leur domaine. Les femmes d'abord, je vais commencer par Madame Aïcha Dabo, qui est coordinatrice programme à Afrique Active. Africtiviste, si je peux le dire ainsi, c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez Monsieur Mbaye Mathieu, qui est le chargé programme à Article 19, et Monsieur Anderson Mafi Djedri, qui est rédacteur en chef à Eborné. Donc, je pense qu'on va passer à l'essentiel pour que nous puissions quand même avoir des informations, des réflexions par rapport à nos différents intervenants. Donc, dans un premier temps, je pense que je vais passer la parole à Monsieur Anderson, ma fille Didri, pour qu'il puisse nous édifier quand même sur la thématique, à savoir la définition, par exemple, et l'origine de la désinformation, les différences entre les différentes thématiques qu'on peut essayer de lire sans vraiment comprendre le sens, et peut-être avoir aussi le contexte de la Côte d'Ivoire face à cette thématique que nous sommes en train voilà, de pouvoir édifier aujourd'hui nos différents participants. Donc, vous avez la parole. Merci. Et donc, merci à Polaris de nous avoir associés à ce webinaire pour intituler Comprendre la désinformation en Afrique. Donc, je suis Djedri Anderson, je suis journaliste et je suis basé en Côte d'Ivoire.
Alors, moi, en ce qui me concerne, le Polaris m'a demandé de vous expliquer un peu, voilà, de passer en revue quelques concepts clés quand on parle de désinformation et donc de faire au moins la différence entre les notions de désinformation, mésinformation et malinformation. Quelle est l'origine aussi de la désinformation aussi? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Et puis, quelle est la réalité de la désinformation en Côte d'Ivoire? Donc, voilà un peu ce qu'il va essayer de vous expliquer en 15 minutes. Parler des informations demande plus de temps, mais bon, je vais essayer de synthétiser les choses. Et comme on a quelques échanges qui vont suivre, j'espère pouvoir revenir encore plus en détail sur certaines parties sur lesquelles je serai passé rapidement. Donc, il faut dire que la désinformation n'est pas nouvelle, on va dire que ça comme ça date de bien longtemps. Mais aujourd'hui, la forme qu'on voit aujourd'hui est principalement alimentée par le développement des technologies, donc Internet et beaucoup de plus en plus avec les réseaux sociaux. Donc, on va dire démocratiser la diffusion de l'information, ce qui va permettre donc à tout le monde, tous les citoyens, au-delà même des journalistes, de pouvoir publier ce qui leur plaît en fait sur les différents réseaux sociaux et sur Internet. Donc, ce qui va donc renforcer un peu, ça va faire que le public aura du mal à distinguer ce qu'on appelle le vrai du faux, puisqu'il y a tellement de contenu qui circule, parfois des médias, parfois aussi des internautes. Donc, finalement, ils auront du mal à distinguer le vrai du faux. Et donc, cela va accroître, renforcer le risque donc, de prolifération des fake news. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ça. Je pourrais revenir un peu plus en détail après. Et donc, pour pouvoir comprendre les quelques notions que j'ai sélectionnées pour expliquer, c'est quoi d'abord une information? Donc, une information, parce qu'on va parler de fausse information au contenu trompeur, donc l'information au sens strict, c'est quoi? On va dire c'est un fait ou un événement, donc sous forme d'image, de texte ou de son qui est porté donc à la connaissance d'un public. Donc, on va voir qu'une information, la bonne qu'on connaît, il y a 3 critères pour la reconnaître. Il y a un intérêt pour le public, c'est-à-dire il faut que ça concerne un public. Voilà, il faut que les gens se sentent concernés par cela, en tout cas un public précis. C'est aussi un fait, donc ça s'appuie sur un fait. Et puis le 3e élément, cela a été vérifié. Donc on a vérifié, on s'est rendu compte qu'effectivement c'est une réalité, c'est un élément concret, c'est un fait vécu, donc qui s'est passé ou qui est en cours de déroulement. Donc voilà les 3 critères d'une information, on va dire la bonne. Donc, ce qui est un peu l'information est différent de ce qu'on appelle les avis, donc ce qu'on appelle aussi les opinions. Et donc, en général, l'information va s'appuyer sur une source. Et on distingue 2 principales catégories de sources. Ce qu'on appelle les sources primaires, ou bien les sources directes, ou bien les sources secondaires ou indirectes. Quand il y a un événement, vous allez voir, donc les sources directes, c'est un peu ceux qui sont témoins, qui produisent un contenu, la source de l'information, qui a produit un contenu. Et les sources secondaires, c'est les sources qui vont analyser, interpréter les sources primaires, un peu comme les médias. Un ministère organise une conférence de presse, il donne des informations pour dire, par exemple, que là, c'est les examens à grand tirage. Et donc, la source ici, primaire ici, c'est le ministère de l'Éducation, mais les médias qui vont relayer l'information deviennent des sources secondaires. Vous voyez un peu. Voilà. J'explique ça parce que c'est important. Dans le processus de vérification, les sources d'information sont clés, en fait. Donc, aussi, les rumeurs, voilà. La rumeur, c'est une nouvelle qui se répand et dont la source n'est pas identifiée. Donc, on a dit, quelqu'un a dit, mais on n'arrive pas à dire qui a dit exactement. C'est ce qu'on appelle les rumeurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Parce que souvent, les rumeurs aussi sont confirmées. Donc, maintenant, je vais essayer de définir quelques notions clés que j'ai retenues, pas beaucoup quand même, mais bon, si après il y a des questions, je pourrais répondre à ça. Alors, le premier concept que j'ai noté ici, c'est le terme fake news. La traduction littérale du terme fake news, c'est fausse information. Mais là, en fait, faisons attention, je viens de définir tout à l'heure c'est quoi une information, c'est un contenu qui a été vérifié. Donc, on ne peut plus dire, en tout cas, c'est ce que l'UNESCO recommande, de dire fausse information, mais de plutôt dire contenu faux ou trompeur, parce qu'une information est censée avoir été vérifiée. L'autre notion qu'on a retenue ici, c'est le mot infox. Alors, si vous voulez, pour faire simple, le mot infox, c'est la traduction en français. Donc, on va dire la version francophone du mot fake news, parce que le mot fake news est anglo-saxon, et la traduction en français, c'est le mot infox qui a été
et donc créé par la Commission d'enrichissement de la langue française en 2018, hein, qui est un peu, qui a été défini sur la base de la réalité française. On est parti de l'expérience des élections françaises pour pouvoir définir cette notion. Vous voyez un peu la définition. Donc, information mensongère, délibérément biaisée, répandue, par exemple, pour favoriser un parti politique au détriment d'un autre, pour entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie. On continue. Il y a aussi le mot hoax, donc, qui signifie canular. Donc, c'est une tromperie humoristique qui va être distillée donc, pour faire réagir le destinataire. Et la forme la plus connue, c'est ce qu'on appelle en général les poissons d'avril. Et donc, le 1er avril, vous voyez que les gens distillent des informations juste pour plaisanter un peu. Alors, deepfake, j'en parle un peu parce qu'on est dans l'ère aussi de l'intelligence artificielle. Et donc, les deepfakes, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est des contenus qui vont être créés en superposant des contenus qui sont soit différents, soit d'après des images, des vidéos. Donc, on va utiliser l'image d'une autre personne avec la voix d'une autre personne pour créer un contenu. Et donc, ça va vraiment être aussi des contenus faux qui sont créés et donc qui vont être rendus crédibles par l'intelligence artificielle. Voilà. Et de plus en plus, on peut voir ce type de contenu aussi. Alors, donc, j'ai sélectionné juste quelques mots, mais il y en a plusieurs. C'est ce que moi j'appelle le champ lexical de la désinformation, comme la session est courte, pour qu'on puisse aller plus vite. Et donc, si on croise beaucoup de définitions du champ lexical de la désinformation, vous allez voir qu'il y a 3 notions qui vont revenir. Donc, il y a la désinformation, il y a la mésinformation et il y a la malinformation. Alors, c'est quoi ces notions? La désinformation, on peut continuer. On va dire que c'est des fausses informations qui sont délibérément créées pour nuire, en fait, si vous voulez. C'est ça la désinformation. Donc, des fausses informations délibérément créées pour nuire. Alors, pour la mésinformation, ce sont des informations fausses, mais qui sont créées non pas dans l'intention de nuire, et en général, les personnes qui diffusent ces contenus ne savent pas que ces contenus sont faux. Et donc, eux-mêmes, ces personnes sont elles-mêmes également prises au piège. Et la malinformation, ce sont des contenus qui sont basés sur la réalité, donc ce sont, on va dire, des vraies informations, mais qui sont utilisés, qui sont présentés de manière à infliger un préjudice à quelqu'un, hein, donc pour nuire aussi. J'essaie d'aller plus vite, mais on pourra revenir dessus dans les détails. Pourquoi les gens vont diffuser aujourd'hui les fake news? 3 choses principales. C'est pour gagner de l'argent, parce que quand on diffuse des contenus, donc c'est pour des gains financiers. Vous allez voir, ceux qui diffusent du contenu, aujourd'hui, on recherche de l'audience, on monétise les comptes. Même il y a des sites qui sont spécialement créés pour pouvoir relayer ces infox parce qu'effectivement, l'audience, le clic va générer donc de l'argent et donc ils vont pouvoir diffuser pour gagner de l'argent. Deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir des motivations politiques et donc idéologiques également. Motivations politiques et idéologiques parce qu'effectivement, donc notamment, on va voir que des militants des partis politiques, des candidats à des élections ou même des gouvernements vont souvent chercher à contrôler l'information ou à améliorer leur image. Et donc, ça va permettre, ils vont donc utiliser donc l'arme de la désinformation pour diffuser des contenus qui sont trompeurs et donc ils vont manipuler le public. On continue. Et puis aussi, troisième élément, c'est pour faire rire aussi et donc parfois créer l'hilarité, comme on l'a dit. Et donc, l'une des formes les plus connues de ça, c'est le poisson d'avril qu'on voit souvent les 1er avril. Alors, donc, c'est quoi maintenant le fact-checking? Alors, le fact-checking a été créé, en tout cas dans sa forme actuelle, hein, lancé au début des années 2000, pour pouvoir vérifier l'exactitude des affirmations, des déclarations, des chiffres, des photos, des vidéos, mais des contenus qui sont publiés. C'est ce qu'on appelle la vérification a posteriori, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est des contenus déjà qui sont publics, connus de tous, pas avant. Ça, c'est, voilà. Donc, dans la forme actuelle du fact-checking qu'on connaît, c'est ça. Donc, vous vérifiez les contenus, mais qui sont déjà dans l'espace public. Donc, c'est comme aujourd'hui un outil de riposte face à la montée des fake news. Et donc, c'est une arme, on va dire que c'est un genre qu'on utilise notamment dans les médias, mais aussi, on le voit de plus en plus, des initiatives citoyennes pour lutter contre la désinformation. Alors, donc, pourquoi c'est important de vérifier les informations? Alors, s'il est important de vérifier les informations, surtout quand on est média, on est journaliste, pour montrer son professionnalisme. Maintenant aussi, c'est pour se positionner comme une source fiable, parce que tout le monde, ceux qui font de la vérification ne sont pas forcément des journalistes, mais il y a des citoyens, des influenceurs, des blogueurs qui se positionnent aujourd'hui également comme des sources fiables parce qu'ils publient des contenus qui sont authentiques, vérifiés. C'est pour aussi informer le public de manière juste,
hein, donner la bonne information au public et surtout, ne pas être un facteur de prolifération des fake news. Il faut noter que aussi la plupart des lois dans les pays aujourd'hui sanctionnent les fausses informations, donc il faut faire attention à ne pas les diffuser. Je vais terminer sur ça. Alors, quels sont les bons réflexes à avoir pour éviter effectivement d'être sanctionné par les lois, puisque si vous publiez des contenus qui sont faux, pour être sanctionné par les lois dans les différents pays, voilà. Donc, premier élément, il faut vérifier les sources d'information. Hein, quand vous voyez un contenu qui est diffusé, au lieu de la publier ou la partager, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir remonter à la source. C'est pourquoi j'ai parlé des sources un peu au début. C'est clé en fait dans le processus de vérification. Il faut remonter à la source de l'information et vous essayez de voir vous-même, est-ce que c'est une source qui est crédible, qui est fiable avant de la partager. Ça, c'est l'élément clé. Deuxième élément, bien entendu, il faut vérifier aussi, même si vous voyez qu'une source est fiable, quand même, il faut essayer de voir auprès d'autres sources également pour vous assurer qu'effectivement, c'est un contenu qui n'est pas manipulé éventuellement. Il faut voir aussi d'autres éléments comme les commentaires. Par exemple, c'est essentiel de regarder dans les commentaires. Ça, c'est un exemple que je mets ici. Par exemple, vous voyez, cette publication a été attribuée à France 24. C'est pourquoi souvent, quand vous voyez des contenus urgents, France 24 vient d'annoncer que le Mali quitte la CAN et la CEDEAO dans la même période. Ça, ce n'était pas vrai. France 24 n'a jamais fait cette annonce, mais les gens ont essayé de fabriquer quelque chose et l'attribuer à France 24, puisque c'est un média sérieux, crédible, pour montrer que l'information qu'ils partagent est vraie, alors que ce n'était pas vrai, c'était faux. Donc, vous voyez un peu. C'est pourquoi il faut remonter à la source de l'information pour vérifier sur le site, sur les comptes de réseaux sociaux, même quand c'est un média, il faut faire cet effort. Il faut voir aussi les commentaires. Et puis l'autre chose, je vais essayer de terminer, on pourra revenir dessus dans les échanges, c'est de regarder des détails éventuels sur une publication pour voir s'il y avait un contenu qui a été un détail qui attire votre attention sur une manipulation éventuelle. Donc, merci. Je pourrais revenir sur d'éventuelles questions parce que le temps est un peu short. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anderson. C'est vraiment édifiant. Moi, personnellement, j'ai quand même appris des choses sur lesquelles peut-être j'avais juste une méconnaissance et j'espère de même pour les participants. On va avancer pour essayer d'optimiser le temps. On va passer à Madame Dabo Aïcha, qui va quand même nous revenir sur certaines questions, comme par exemple, pourquoi l'intérêt de la désinformation de nos jours? Qu'est-ce qui justifie exactement cela, si elle connaît des acteurs de la propagation de la désinformation quand même, et aussi nous édifier sur la désinformation au Sénégal, parce que lui, il nous a parlé de la Côte d'Ivoire, donc nous aimerions bien connaître les réalités au Sénégal. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce panel avec Anderson et Matteo. Bon, je vais répondre aux interpellations qui m'ont été faites. La première, c'est l'intérêt pour la désinformation. Deirdre a mentionné un peu plus tôt qu'il y a une certaine démocratisation de l'accès à l'information, de la création de l'information et du partage de l'information, ce qui facilite la prolifération des informations fausses ou réelles. Donc, il y a une certaine augmentation, mais c'est pas la seule cause. Les conséquences, c'est en fait, il y a déjà un manque de confiance que le public a par rapport aux autorités et par rapport aux médias dits traditionnels. Donc, plus l'information est invraisemblable, parce que la perception, c'est que ces médias-là ne nous donnent pas la bonne information. Donc, plus l'information est invraisemblable, en y ajoutant le fait qu'il y a ce manque de confiance, ça fait qu'on a plus ou moins tendance à croire à l'information est proposée, même si elle est fausse, qu'à l'information qui est soi-disant officielle et qui a suivi le circuit normal de processus d'information, parce que plus il y a de médias et plus on se rend compte en fait qu'il y a des organes de presse qui avant étaient les principaux fournisseurs d'informations. On se rend compte qu'il y a des intérêts derrière, donc chacun, pas tous, hein, mais chacun essaie de jouer pour ses intérêts. Donc, troisième point, c'est l'impact que cela a sur la démocratie principalement. Donc, nous nous retrouvons dans des situations où il y a des manipulations, même des manipulations électorales,
On ne dira pas que démocratie égale élection, mais il est important d'indiquer que les élections jouent un rôle important dans la démocratie, qui contribue en fait à équilibrer le fonctionnement d'une société. Donc, passer par la désinformation pour manipuler les opinions et influencer les électeurs, c'est quelque chose qui existe, hein. Pour ce qui est de la prolifération, on peut, par exemple, en 2019 au Sénégal, il y avait, même lors des dernières élections, il y avait des fausses informations qui circulaient par rapport à certains candidats ou non. Maintenant, qu'elles aient réussi ou non, c'est autre chose, mais il y avait, chaque fois qu'il y a des élections, pas seulement au Sénégal, mais dans les pays africains, il y a de plus en plus de fausses informations qui ont l'air d'être réelles, alors que c'est des informations fausses et dont le but est juste de ternir l'image d'un adversaire politique à des fins personnelles. Donc, les conséquences, on peut voir que pour ce qui est du vaccin des COVID-19, et ça, c'était à l'échelle internationale, il y a une partie de la population mondiale qui n'a pas voulu se faire vacciner parce qu'il y avait toute une désinformation autour des vaccins, qu'il y avait des puces qu'on mettait pour pouvoir nous monitorer électroniquement. Donc, ça a empiré et ça a eu des conséquences dévastatrices parce que même les enfants qui devaient se faire vacciner pour la poliomyélite et autres maladies, il y a eu beaucoup de recul après COVID-19 par rapport au vaccin, ce qui a créé un autre problème sanitaire, surtout au niveau pour les enfants, pour les pays dans le monde entier, hein, pas seulement les pays africains. Donc, le fait que l'impact aussi que je peux noter avant de passer à la question suivante, c'est la polarisation de l'opinion. Et je peux dire que on a vu depuis la crise politique du Sénégal en 2021 jusqu'aux élections en 2024, on a vu qu'il y avait vraiment deux camps, une polarisation complète. C'est soit on voit comme l'ancien pouvoir en place, ou bien on voit comme l'opposition d'antan. Et des structures comme la société civile avaient du mal, en fait, pas du mal, mais le fait qu'ils essayaient d'être équilibrés et être arbitres, ils se faisaient attaquer par l'un ou l'autre camp selon l'opinion ou la remarque qu'elle faisait qui n'allait pas ou qui ne serait pas en faveur d'une partie ou d'une autre. Donc, ce qui justifie ces campagnes, bien sûr, il y a les motifs politiques. Donc, comme tout à l'heure, influence, manipulation pour pouvoir gagner des votes. Et ça mène à déstabiliser l'adversaire, à influencer l'opinion des électeurs. Et il y a le motif économique, et ça, celui-là va au-delà des politiques, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont créé des sites ou créé des chaînes YouTube, ou bien qui sont sur Facebook ou TikTok, qui passent tout leur temps à créer de la désinformation. Des fois, en anglais, on appelle ça clickbait, être attiré par les clics et les vues. Donc, vous voyez un titre scandaleux. Et quand vous ouvrez l'article, d'habitude, il n'y a rien à l'intérieur, c'est souvent des publicités et tout. Et ça fait beaucoup de tort aux gens. Et aussi, le motif économique, certains influenceurs, je ne veux pas nommer, mais certains influenceurs africains dans les différents pays ont eu à jouer ce rôle-là pour augmenter leur popularité en faisant passer des fausses informations. Bon, des fois, c'est des erreurs, mais des fois, ils le faisaient intentionnellement pour pouvoir avoir plus de vues et avoir, si c'est Facebook, avoir plus de monétisation Facebook ou bien TikTok. Et les motifs sociaux, ça peut renforcer la stigmatisation ou les préjugés sociaux qu'on a envers une communauté ou une autre, ou une ethnie ou une autre. On peut voir que la crise en Éthiopie la guerre civile qui dure depuis des années entre les Tigrés et le gouvernement fédéral, il y a beaucoup de fausses informations qui continuent à diviser ces communautés-là qui devraient normalement essayer de vivre ensemble. Donc, en travers les fausses nouvelles et malheureusement l'utilisation du numérique ou bien des plateformes aux réseaux sociaux, donc ça contribue à exacerber les problèmes sociaux déjà existants dans les différentes communautés et dans les différents pays. Pour ce qui est des acteurs de la propagation, tout à l'heure j'ai parlé d'influenceurs, il y a des individus ou bien des, comment dire, opinion leaders, des porteurs de voix
parce qu'ils ont cette masse de personnes qui les suivent et peuvent intentionnellement ou sans de mauvaises intentions partager des informations qui sont fausses et qui ont des conséquences hein, sur la vie de personnes, sur la vie de famille, et où on a vraiment du mal à rattraper parce que la fausse information, en fait, il y a un dicton congolais qui dit que la vérité prend les escaliers et le mensonge prend l'ascenseur. Donc, pour la désinformation, c'est aussi comme ça. C'est assez lent de faire le tour pour que tout le monde ait la bonne information. Euh, donc, deuxième point, il y a comme acteurs, il y a les organisations et groupes politiques ou bien même des groupes terroristes qu'on a vu comment, et on continue de voir comment les groupes terroristes utilisent les réseaux sociaux pour faire passer de fausses informations, pour manipuler l'opinion. Et aussi, il y a des acteurs comme les États. Les États aussi peuvent être des acteurs et diffuseurs de fausses nouvelles hein, pour des intentions, soit cacher la bonne information ou ne pas informer les citoyens. On peut voir que, par exemple, en août 2023, l'année passée, au Zimbabwe, hein, les partis politiques utilisaient des messages, des images modifiées, des messages modifiés, qui étaient des fausses informations entre adversaires politiques. Et c'était à un niveau qu'on n'avait pas encore noté en Afrique, parce que jusque-là, c'était plus subtil. Mais au Zimbabwe, vraiment, c'était vraiment la pagaille, si je peux utiliser ce terme-là. Et après ça, bien sûr, il y a les médias traditionnels que j'ai mentionnés tout à l'heure et aussi il y a les plateformes de réseaux sociaux. Et jusque-là, souvent, c'était plutôt Facebook et Twitter qui avaient plus tendance à être les plateformes utilisées, mais de plus en plus, on voit Instagram et TikTok. Et bon, ces plateformes-là essayent d'avoir des moyens de contrôler hein, la mauvaise information, mais vu qu'il y a un décalage, ça peut être de langue, ça peut être d'heures, donc c'est pas toujours aussi efficace que ça ne devrait. Donc, je termine sur ce point-là. Il me reste combien de minutes? Je voulais vous dire qu'il vous reste maximum 5 minutes. D'accord, c'est bon. Donc, pour ce dernier point qui est par rapport à la désinformation au Sénégal, la plupart du temps, hein, les plateformes utilisées, c'est WhatsApp. C'est surtout les groupes WhatsApp, les pages Facebook, Twitter à un moindre niveau et surtout TikTok. Donc, c'est les principaux canaux. Si on regarde tous les problèmes hein, qu'il y a eu politiques depuis 2021 de 2021 à 2024, Facebook et TikTok, et surtout TikTok, en fait, étaient les espaces où la majeure partie des informations étaient partagées. Et des fois, certaines de ces informations-là étaient fausses. Il y a eu des personnes qui ont eu à être victimes des informations lorsque le problème de Adji Sarr est apparu. Adji Sarr qui avait porté plainte contre l'actuel Premier ministre. Il y a une journaliste activiste qui a été identifiée par quelqu'un comme étant Adji Sarr et mettant la vie de cette personne en danger. Et lorsque en 2023, il y a eu Ousmane Sonko qui devait se rendre au tribunal et à un moment donné, il a été gazé. Il y avait un membre de son parti qui était à côté de lui, mais qui a été identifié comme étant la personne qui a versé quelque chose sur lui. Donc, ça a aussi créé tout un problème pour cette personne-là. Donc, il y a des conséquences hein, qui peuvent être très graves et sérieuses par rapport à ça. Et bien sûr, on va pas oublier hein, les acteurs Facebook, les activistes politiques qui partagent beaucoup d'informations sur Facebook et autres et qui sont très très suivis. Et pour certains, toute information que des gens partagent, là, pour ne pas le citer, pour certains, toute information qu'ils partagent est une information avérée parce qu'il aurait des sources. Donc, deuxième point, c'est l'impact sur la cohésion sociale. On a noté qu'à un moment donné, pour se rendre au sud du Sénégal, c'était très compliqué. Les bus Dakar Dem Dikk ont été arrêtés. Le bateau aussi a été arrêté. À un moment donné, il n'y avait pas de vol pour aller au sud. Donc, il y avait certains messages
qui pouvaient créer une violence interethnique dans le pays, et aussi ces actions-là ont été, pas la désinformation, mais ces actes-là ont été identifiés comme étant des actes pour stigmatiser la région du Sud, parce que Ousmane Sonko venait de la région du Sud. Donc, pour finir, je vais parler des réponses, que ça soit au niveau institutionnel, étatique. Pour le Sénégal, c'est principalement le CDP comme structure qui travaille sur l'éducation au numérique des populations. Malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir le faire, et j'espère que le nouveau gouvernement va augmenter leurs fonds pour qu'ils puissent faire plus d'éducation au numérique à tous les niveaux. Il y a des organisations qui font ce travail-là, comme Africtivis, notre organisation. Nous faisons des formations sur le fact-checking, sur la vérification des faits, sur l'investigation en ligne. Et aussi, nous avons récemment développé une boîte à outils pour lutter contre le harcèlement en ligne, surtout le harcèlement en ligne des femmes. Donc, je vais conclure. Il me reste combien de minutes? 30 secondes. Donc, pour conclure, pour pouvoir répondre faire face à ces problèmes-là, il faut beaucoup d'éducation au numérique, éducation aux médias. Il faut sensibiliser les publics sur l'utilisation des plateformes, et toujours comment identifier les fausses nouvelles, réfléchir avant de partager, et aussi renforcer les institutions. Et aussi, je vais inviter les organisations ou structures médiatiques à revenir à leur rôle de base, qui est informer juste et vrai, et éviter d'entrer dans les trucs d'intérêt. Et le dernier point, c'est la collaboration entre acteurs. Nous collaborons déjà avec Article 19, donc qui est un partenaire d'Africtivis, et ça, c'est des choses à amplifier, mais l'État doit financer davantage l'éducation au numérique, parce que c'est la seule structure, en fait, qui peut faire ce travail-là à l'échelle nationale. Merci. Merci beaucoup, Madame Dabo. C'était vraiment très instructif, et merci aussi d'avoir pris le temps de nous détailler quand même toutes ces informations. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous tous. OK, donc je vais donner la parole à Monsieur Mbaye Mathieu, qui va nous parler quand même des analyses des cas concrets par rapport à la désinformation, du mécanisme d'éviter ce piège-là. Donc, Monsieur Mbaye, vous pouvez prendre la parole. Merci. Beaucoup, merci. Et tout d'abord, je tenais à remercier Polaris Asso de nous avoir conviés à ce webinaire. J'en profite également pour saluer ma collègue Aïcha Darbo, mais également Anderson, avec qui je partage ce panel aujourd'hui. Donc, je pense qu'Aïcha a déjà brossé pas mal d'aspects sur lesquels je vais intervenir. Mais je pense que pour mon intervention, je vais plus me focaliser sur des cas de figure plus ou moins intéressants à étudier. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de désinformation, la première chose souvent qui nous vient en tête, c'est plus ou moins le contexte électoral et le contexte politique. C'est parce que c'est pendant ces périodes-là qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup de désinformation, et les acteurs de cette désinformation sont principalement les politiciens, les politiques. Alors, pour parler plus ou moins de cas concrets de désinformation que j'ai quand même pu déceler un peu partout au Sénégal, mais également en Afrique, j'aimerais commencer par le Sénégal, le pays qui nous concerne principalement, et était même contraint de démentir cette rumeur-là lors d'une conférence de presse. Donc, nous voyons que de plus en plus, c'est des fausses informations, de la désinformation qui est utilisée à l'endroit d'acteurs politiques pour les discréditer, en quelque sorte, comme Aïcha, je pense, elle a tantôt souligné dans son intervention. Je pense qu'un autre cas de figure également intéressant à étudier, c'était ce qui s'est passé en Ouganda lors des élections présidentielles en 2021. Et c'est une enquête d'une organisation qui s'appelle DFR Lab, qui a montré que le président Museveni, ainsi que son fils, le ministre qui était à cette époque ministre de l'Information et des Communications, tous les deux ont simultanément utilisé de vastes campagnes de désinformation qui visaient à l'époque à discréditer le chef de l'opposition à l'époque qui était Bobi Wine. Et cela avait créé un faux sentiment de consensus et de soutien autour de la candidature de Museveni. Alors, toujours un autre cas qui concerne le Sénégal, et ça date également de l'élection présidentielle de 2019. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, il y a eu cette enquête qui a été, cette enquête qui a été publiée par
le regroupement là des médias, Forbidden Stories. Et l'enquête avait révélé que Macky Sall, lors de l'élection présidentielle de 2019, avait fait recours au service de la nébuleuse Team George. En fait, c'est une entité qui est spécialisée dans les questions de désinformation et de manipulation électorale. Macky Sall avait fait recours au service de cette nébuleuse-là pour sa réélection en 2019. Et toujours cette même entité a été impliquée dans la diffusion de campagnes de désinformation lors d'élections présidentielles au Kenya, mais également au Nigeria. Donc, nous voyons que souvent, ça se passe dans des contextes où c'est soit l'élection, une élection qui se tient dans un pays, ou soit dans un contexte de trouble ou bien de soulèvement populaire, comme je l'ai tantôt souligné. Et je pense que l'autre exemple là, que je voulais également partager ici, c'est, je pense que nous l'avons tous noté, c'est pendant la pandémie à COVID-19, où quand même il y a eu beaucoup de fausses informations et de désinformations qui ont circulé sur les vaccins notamment. Et cela avait alimenté l'hésitation et le scepticisme à l'égard des vaccins. Au Nigeria, par exemple, il y avait eu de fausses affirmations selon lesquelles les vaccins COVID-19 étaient nocifs et pouvaient plus ou moins altérer l'ADN humain. Et cela, comme je l'ai dit, a suscité une méfiance généralisée, ce qui s'est traduit par de faibles taux de vaccination, mais également un risque d'infection plus élevé dans le pays. Et toujours pendant cette période-là au Nigeria, il y avait des théories de complot qui circulaient un peu partout, disant que le COVID-19 était une arme biologique qui avait été créée par les États-Unis pour plus ou moins briser l'influence en Afrique. Donc ça, c'est pas mal de cas. Et peut-être finir sur un dernier cas aussi, qui concerne toujours les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est de mai 2021. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des violences qui ont déclenché suite à une vidéo qui avait été partagée sur les réseaux sociaux. Et dans la vidéo, on peut voir clairement qu'il y avait des militaires, mais des militaires qui maltraitaient des civils. Et ces individus-là étaient présentés par certains internautes ivoiriens comme des migrants ivoiriens qui étaient détenus au Niger. Et cette vidéo-là a poussé certains habitants d'Abidjan à se rendre à des membres de la communauté nigérienne en Côte d'Ivoire, alors qu'en réalité, la vidéo en fait, était carrément sortie de son contexte. Donc ça revient un peu sur l'impact que la désinformation et les fausses informations peuvent avoir sur la société. Et un autre cas qui illustre carrément l'impact de ça, c'est ce qui s'est passé un peu au Nigeria, où il y avait eu de faux récits qui avaient été propagés par des groupes extrémistes et qui avaient été amplifiés par les plateformes des médias sociaux. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les chrétiens avaient été dépeints comme étant des ennemis de l'islam, d'accord? Ce qui a conduit à une attaque meurtrière contre l'Église, les chefs religieux et les communautés à majorité chrétienne. Donc, suite à la diffusion de ces fausses images-là qui provenaient, parce qu'à l'origine de ces images, c'était la RDC, les émeutes ont éclaté un peu partout dans l'état de Plateau au Nigeria, et cela a entraîné la mort de 11 personnes, et qui étaient principalement des musulmans, et ils étaient tués par des groupes de défense majoritairement chrétiens. Donc cela montre carrément aujourd'hui l'impact négatif que la désinformation peut avoir sur nos sociétés et sur la vie même de l'individu, en fait. Parce qu'ici, comme vous le voyez, c'est suite à cette désinformation que les gens se sont entretués, que les gens sont sortis pour qu'il y ait après violence qui a conduit à des pertes en vie humaine. Donc, je pense que les cas sont très nombreux. Et peut-être c'est sur ces cas-là que j'aimerais peut-être m'appesantir en premier lieu. Et maintenant, peut-être pour répondre à votre deuxième question concernant les actions et les initiatives. Il vous reste 3 minutes. D'accord. Alors, je vais essayer de faire vite. Donc, pour ce qui est des initiatives, je pense qu'au niveau de la société civile, il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours, et que ce soit les organisations de fact-checking, je pense qu'ils sont en train de faire un travail excellent. Il y a également toutes ces initiatives visant à éduquer les citoyens au numérique. Et par exemple, à titre d'exemple, nous, l'année dernière, on a eu à travailler avec le CESTI, qui est une école de journalisme ici au Sénégal, et avec qui nous avons collaboré pour mettre en place un guide sur l'éducation aux médias. Donc, outre ça, nous sommes aussi dans le plaidoyer, parce qu'il y a beaucoup de plaidoyer qui se fait. Parce que, outre la désinformation, il y a aussi cet aspect que je voulais souligner, c'est la réponse de nos États par rapport à ce phénomène.
Parce que certes, la désinformation est un phénomène auquel il faudra effectivement apporter des éléments de réponse, mais la réponse de nos États par rapport à ce phénomène est également tout aussi problématique. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils adoptent des lois et des politiques qui souvent sont problématiques dans la mesure où ces politiques-là ne sont pas du tout conformes avec les normes et standards internationaux. Par exemple, au Sénégal, on n'a pas une loi spécifique, par exemple, sur les fausses nouvelles ou bien sur la désinformation. Donc, ce qui fait que c'est souvent le code pénal, l'article 255, qui est invoqué pour plus ou moins réprimer ou bien condamner la diffusion de fausses nouvelles. Et cet article-là, en tant que tel, est problématique dans la mesure où la formulation est vague. Ça, c'est un aspect qui ne répond pas aux critères de la légalité. L'autre aspect, c'est l'objectif, comment dirais-je, visé. Parce que souvent, ils nous disent que c'est le contexte de sécurité publique ou bien la sécurité nationale qui fait que, par exemple, on arrête une personne, etc., etc. Ça, c'est un deuxième aspect. Et le dernier aspect, c'est par rapport à la proportionnalité des sanctions. Souvent, c'est des peines de prison ou bien de fortes amendes qui sont imposées ou bien qui sont mises en place à l'endroit de ceux qui diffusent de la désinformation. Donc ça aussi, c'est un travail que l'article 19 est en train de faire. Et je pense que peut-être tout à l'heure, je pourrais revenir un peu sur d'autres initiatives que l'article 19 ou bien les autres acteurs de la société civile sont en train de faire pour essayer un peu de répondre au phénomène de la désinformation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mbaye, pour ces différents exemples qui illustrent quand même la réalité. J'avoue que je me retrouve dans toutes les différentes explications que vous avez eu à donner. Là, je pense qu'on va passer à la dernière question et on va donner maximum 2 minutes chacun. Ça va être pour Madame Dabo et puis pour Monsieur Anderson, qui vont nous dire exactement quels sont les mécanismes qui existent aujourd'hui pour aider la population à pouvoir éviter ces pièges de la désinformation et aussi qu'est-ce au quotidien pour lutter contre ces phénomènes dans vos activités. Moi, je vais commencer par le fait que Afrique c'est une organisation qui utilise principalement le numérique et les nouvelles technologies pour son travail. Donc, l'utilisation responsable d'Internet a toujours fait partie de notre travail. Hein. Les formations qu'on donne sur la cybersécurité ont une composante éducation au numérique pour outiller les gens à pouvoir davantage faire une pause et se poser les bonnes questions avant de partager. On a une boîte à outils qui est accessible sur notre site internet, une boîte à outils cybersécurité où vous aurez assez d'informations sur comment vérifier les photos, qu'est-ce qu'il faut chercher à savoir sur les vidéos, etc. Et actuellement, on a un cours en ligne qui est un MOOC. Donc, ça s'appelle Cyber Security Open Classroom, qui est accessible à tous. Donc, vous pouvez vous inscrire et y aller. Donc, au-delà de ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est la capacitation des acteurs de l'information, c'est-à-dire des journalistes, des acteurs, des gens de la société civile et des blogueurs et activistes au fact-checking et à la vérification ou aux recherches, aux enquêtes en ligne que nous faisons. Et nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer par rapport à la désinformation et tout. Et comme j'ai indiqué tout à l'heure, et les exemples que article 19, Matteo a donné, il faut plus de moyens et seul l'État, en fait, peut vraiment nous aider à atteindre plus de personnes, ou bien les États plutôt, à atteindre plus de personnes. Parce que ces initiatives-là sont toujours limitées à cause des manques de moyens. Mais si on devait aujourd'hui intégrer des cours d'éducation au numérique ou d'éducation aux médias dans les classes de primaire, je pense que ça va aider à régler beaucoup de problèmes. Merci. Merci beaucoup, Madame Dabo. Et c'est très intéressant, la boîte à outils dont vous parlez. Je pense que personnellement, je vais aller jeter un œil pour voir ce qu'il y a exactement. Et on va passer la parole à Monsieur Anderson, qui a maximum 2 minutes aussi. Donc, ce que nous faisons pour lutter contre la désinformation, 4 choses essentielles. En tant que journaliste, donc, nous, on essaie d'identifier les contenus, ce qu'on appelle les contenus problématiques qui peuvent tromper les citoyens, on va dire les internautes, puisqu'on est un média en ligne. Et on diffuse, on vérifie ces contenus, on les publie. Donc, on fait simplement du fact-checking. C'est un peu notre travail au quotidien. Donc, pour pouvoir permettre aux citoyens de se retrouver dans qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas.
et donc leur donner la bonne information, donc pour leur permettre de mieux s'informer. Deuxième chose, en fait, l'éducation aux médias. On essaie de permettre aux citoyens également de comprendre vraiment l'écosystème des médias, comment l'information, c'est quoi les informations, c'est quoi les contenus trompeurs. Et donc, pour ça, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans les universités ou bien souvent dans des espaces aussi publics où il y a vraiment du monde. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire aussi au quotidien. Et puis, l'autre chose, c'est de la formation aussi. Donc, beaucoup de formation, soit pour les journalistes également, parce que l'écosystème de lutte, on va dire, l'écosystème de fact-checkers dans nos pays sont encore un peu faibles. En tout cas, s'il n'y a pas de la Côte d'Ivoire. Donc, l'idée, c'est de permettre à ce qu'il y ait beaucoup de médias qui créent des rubriques, des émissions pour parler, faire du fact-checking, parler d'éducation aux médias. Donc, il y a des formations qu'on fait dans ce sens, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans plusieurs pays en Afrique. Et puis, la dernière chose, c'est des études. Souvent, voilà, on essaie de comprendre un peu comment tout ça, ça fonctionne, comment les gens sont exposés aux fausses informations, en tout cas au contenu trompeur, et comment en fait les gens consomment l'information. Donc, souvent, on fait des études comme ça pour comprendre, surtout les jeunes. On a essayé d'analyser plusieurs fois voilà, l'information, comment les jeunes consomment l'information et donc comment ils sont exposés aux fake news, comment l'information se propage souvent. Donc, il y a des études souvent qu'on réalise pour pouvoir effectivement essayer de comprendre tout ça et agir en fonction. Donc, quatre choses essentielles qu'on fait, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Anderson. J'ai remarqué que vous avez bien respecté votre temps. Je pense qu'on va passer à l'essentiel, qui est aussi la foire aux questions. Il y a la boîte de réception qui bouillonne quand même. Et je vais passer la parole à Maëlle pour qu'elle puisse m'aider quand même à nous faire ressortir les questions. Maëlle, s'il te plaît. Ça marche, pas de souci. Alors déjà, merci beaucoup à tous pour vos questions, parce qu'il y en a vraiment pas mal du tout. Donc on a eu une première question, donc celle-là, elle avait été déjà répondue, mais on peut peut-être refaire un petit rappel. Donc c'était savoir quelle était la différence entre désinformation, malinformation, infox et rumeur. Donc, le premier, désinformation. Alors, comme on a expliqué dans la présentation initiale, c'est des contenus, on va dire des contenus, parce que comme j'ai dit, de ne plus dire fausse information, même si par habitude on le dit, mais c'est des contenus trompeurs qui sont délibérément créés, donc exprès pour nuire. Donc, vous voyez ici, trois choses. Contenus qui sont faux, délibérément créés, et l'objectif, c'est de nuire. Trois choses essentielles dans la désinformation. Donc, tous les contenus que vous allez voir qui vont répondre à ces trois critères, c'est ce qu'on va appeler désinformation. Le deuxième mot, c'est infox. Alors, infox, comme j'ai dit aussi, si vous voulez, c'est la traduction, on va dire en version française du terme anglo-saxon fake news. Donc, normalement, au lieu de dire, donner l'expression, traduit par l'expression littérale fake news par fausse information, nous, les francophones, on doit pouvoir dire infox. Et la définition, comme je l'ai dit, est inspirée en fait de l'expérience française, puisque c'est une notion qui a été créée en 2018 par la Commission d'enrichissement de la langue française. Et donc, vous avez vu entre les deux tours de l'élection française de 2017, qui a opposé Macron à Marine Le Pen, il y a en fait des mails des proches de la campagne de Macron qui ont été hackés et diffusés en fait. L'idée, c'était de présenter Macron comme ce n'était pas le candidat à choisir et donc indirectement de choisir Marine Le Pen. Donc, quand on sort des élections de 2017, il y a deux choses qui se passent en France. Une loi contre les fausses informations, même si ça a été beaucoup contesté par les médias. Et donc, cette loi a été finalement réduite à des périodes de campagne, donc qui permet de saisir un juge par la voie de référé, donc procédure d'urgence, et de pouvoir décider si des contenus ont été manipulés pour nuire à un candidat, par exemple, pendant une élection. Et donc, ça permet de saisir des plateformes, Facebook, toutes les plateformes que vous connaissez, réseaux sociaux, même aussi les moteurs de recherche, pour retirer ces contenus, pour ne pas que ça nuise, en fait, à un candidat. Et donc, la loi a été limitée à ça. Et la deuxième chose qui a été créée, c'est que c'est le mot infox qui a été créé pour dire c'est la traduction en français du terme fake news. Donc, c'est des contenus faux qui sont aussi créés pour nuire à un parti politique, une personnalité, contredit par exemple une vérité scientifique établie. Mais pour faire simple, c'est la version francophone du terme fake news. Et puis, alors, rumeur, en fait, si vous voulez, on va dire que ce sont des nouvelles qui se répandent et dont l'origine n'est pas identifiée. Ici, alors, il faut faire attention, c'est l'origine qui n'est pas identifiée. On a dit, voilà, il y a telle chose qui se passe, mais personne n'arrive à dire clairement ce qui a donné l'information. C'est pourquoi j'ai expliqué la question de l'origine, donc des sources d'information.
ça permet d'identifier ou en tout cas de se donner une idée sur la fiabilité d'une publication d'un contenu. Si on dit le ministère sénégalais, c'est pas des élections, a dit telle chose, on peut aller chercher là-bas. Mais si on dit on a dit que la liste électorale du Sénégal vient d'être publiée, mais on a dit c'est qui? Donc là, ça peut être une rumeur. Bien entendu, la rumeur ne veut pas dire, ici, comme j'ai dit, la rumeur, l'origine d'une nouvelle n'est pas identifiée clairement. Donc, ça mélange un peu, ça perturbe un peu, ça ne permet pas de bien comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux, parce qu'une rumeur peut être confirmée plus tard comme une information, et donc on va dire que ce n'est plus une rumeur, c'est une information. Et dès l'instant où ce n'est pas confirmé plus tard, on va dire que c'est un contenu trompeur, donc c'est faux. Donc, la rumeur est un peu à la croisée des chemins, quoi, parfois. Voilà. Merci beaucoup, Diedry. Et pour compléter, donc il y a une question qui est un petit peu, enfin, qui va dans la continuité. Quelqu'un demande la différence avec propagande. Alors, merci. Alors, la propagande, en fait, c'est le fait de pouvoir présenter, on va dire, quelqu'un ou bien quelque chose comme bien, en fait, si vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir influencer les citoyens, le public dans un sens donné. Après, moi, je le dis souvent, nous, en Côte d'Ivoire, dans notre code électoral, ce qu'on appelle trivialement campagne électorale, dans le code électoral, c'est écrit propagande électorale. C'est pour dire, c'est le moment qu'on donne aux différents candidats pour aller présenter leur programme, pour présenter ce qu'ils savent, ils peuvent faire en tout cas, leur programme, ce qu'ils veulent faire pour leurs citoyens. Après, ce qu'on va voir maintenant, ces dernières années, c'est qu'effectivement, ce moment de propagande donc, où les candidats sont censés influencer les électeurs dans le sens qu'ils souhaitent sur la base de leur programme et leurs propositions, va être mêlé maintenant de contenus faux et trompeurs. Parce qu'on va utiliser soit gonfler des chiffres qu'on est en face de candidats qui sont au pouvoir ou bien de gouvernement pour montrer que soit on a lutté efficacement contre le chômage, on a créé de l'emploi et autres. Donc, soit on va exagérer, gonfler des chiffres, alors que c'est loin de la réalité. Donc là, on est en train de désinformer les citoyens juste pour pouvoir avoir leur sympathie. Ou soit l'autre chose, c'est qu'on va dire des choses qui ne sont pas vraies sur les adversaires politiques pour pouvoir toujours s'attirer les sympathies. Donc, parfois, il y a des nuances. Si vous voulez simplement le mot propagande, c'est juste influencer les gens dans un sens qu'on veut sur la base, normalement, qui doit être basée sur des faits réels qu'on met en avant. Mais de plus en plus, surtout quand on se retrouve dans la sphère politique, ça peut être des élections, ça peut être aussi quand on a des cas de géopolitique, comme on le voit actuellement dans le Sahel, par exemple, il y a beaucoup aussi de propagande, mais qui sont basées sur des contenus faux et trompeurs. Donc, ça va, si vous voulez, ça va être la propagande ici, va être alimentée par la désinformation. Merci beaucoup, Diedry. Donc, on a aussi beaucoup de questions sur les outils. Donc, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de combattre la désinformation et surtout en tant que consommateur, entre guillemets, trouver et s'assurer que ce qu'on lit est vrai. Donc, voilà, donc la première question, c'est quels sont les outils? Et la seconde, c'est de quel côté est-ce qu'on trouve la bonne information? Quelqu'un demandait si c'était mieux de se fier aux médias occidentaux plutôt qu'aux médias africains, par exemple. Okay, je réponds rapidement et je donne la parole aussi aux autres, j'imagine, il y a beaucoup de questions. Alors, pour les sessions en général, parce que quand on est journaliste, souvent on a les méthodologies de vérification, c'est plus simple, mais quand on a des panels où il y a des gens de la société civile, des étudiants, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ce que j'ai noté comme les bons réflexes à avoir, ça c'est indispensable, ça c'est des choses simples à faire, même quand on n'est pas journaliste, tout ça. Remontez toujours à la source de l'information, ça vous évite de tomber dans les manipulations, même si en général, ceux qui diffusent les fake news, comme j'ai dit, vont jouer sur le sensationnel, sur les émotions et sur le clic. Et donc, vous allez voir que finalement, selon une étude du MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, a pu montrer que les infox, donc les fake news, ont une vitesse de propagation 6 fois plus élevée que les nouvelles correctes, on va dire les bonnes informations. Donc, c'est facile en fait de tomber dans le panneau des fake news et donc soit de les partager, de les relayer. Donc, il faut avoir les bons réflexes, c'est toujours remonter à la source de l'information. Le cas que j'ai pris, France 24 annonce que le Mali sort à la fois de la CAN et de la CEDEAO. Ce n'était pas vrai, il fallait juste aller sur le site internet de France 24, aller suivre éventuellement sur les comptes réseaux sociaux de France 24, parce que si c'est en urgent, soit à la télé, c'est forcément sur Internet. Et parfois, même c'est sur Internet avant de venir dans le live, en streaming à la télévision. Donc, il faut juste vérifier la source. Parfois aussi, quand la source est un peu quand même fiable, mais si vous avez des doutes, vous pouvez vérifier auprès de plusieurs sources.
Donc, regardez plusieurs différentes sources à la fois, plusieurs, souvent 2 ou 3. Souvent, regardez les commentaires quand vous avez des doutes, regardez des détails. Et puis, la dernière chose, faites de la recherche d'images inversées. Tous les grands médias que vous voyez aujourd'hui qui font la lutte contre la désinformation, l'AFP, Africa Check et autres, la principale chose qu'ils font pour pouvoir déconstruire ces fakes-là, c'est la recherche d'images inversées. Parfois, c'est complexe, parfois, c'est très, très simple pour tout citoyen qui peut le faire en 1 minute. C'est parce qu'on n'a pas le temps, j'allais prendre un exemple de démonstration. Vous voyez que souvent, c'est très, très simple ici. Même si vos téléphones pourraient le faire, allez dans App Store ou Play Store, installez, tapez recherche d'images inversées. Vous allez voir plein d'applications qui vont s'afficher dans votre téléphone. Installez un, ils jouent tous le même rôle. Installez un. Et puis, voilà, si vous voyez une image, vous avez des doutes, téléchargez l'image. Et puis, après, allez sur votre application, allez dans Galerie, essayez de choisir, en fait, donc importer l'image, donc choisir dans Galerie. Et quand vous lancez la recherche avec votre application, il vous permet de rechercher des occurrences, en fait. Est-ce que cette image, peut-être la bonne, la vraie, l'origine a été déjà diffusée sur Internet et va vous ressortir ça. Et donc, si les gens ont utilisé l'image vraie, donc d'origine et manipulée par la suite, ça va vous ressortir ça avec le contexte, en fait. C'est une légende qui explique exactement c'était quel fait. Et vous allez voir vous-même, en 1 minute souvent, vous arrivez à voir qu'effectivement une image a été manipulée ou bien soit sortie de son contexte. Donc, voilà ce que je peux dire sur les outils. Ou bien vous pouvez aussi utiliser Google Images, Tinai, Yandex. En tout cas, voilà, ça permet vraiment de vérifier les choses rapidement. La bonne info, alors, dès l'instant où on a des médias, ils sont censés diffuser de la bonne info. Que ce soit des médias en Afrique ou ailleurs, ils diffusent des bonnes infos en général. Après, souvent, il y a des erreurs. Dans les médias, il y a des erreurs qui arrivent. Et quand c'est comme ça, il y a une politique de correction. C'est-à-dire, dès qu'on se rend compte dans les médias qu'on s'est trompé, il y a une erreur, on rectifie l'information. Après, maintenant, comme je l'ai dit, sur Internet, il y a des gens qui cherchent du clic, qui cherchent de l'audience pour les monétiser. Donc, ils vont créer soit des blogs, soit des sites Internet, soit aussi des comptes sur les réseaux sociaux. Et je pense que Aïcha l'a dit aujourd'hui, on est passé de Facebook, de WhatsApp à aujourd'hui à TikTok où vraiment les vidéos, beaucoup de vidéos qui circulent là, il y a beaucoup de contenus qui trompent les gens, qui sont diffusés aujourd'hui sur TikTok parce que voilà, c'est la vidéo, ça prend plus facilement, ça touche facilement les gens. Donc voilà, et ça pour vérifier quelque chose de rapide concernant les sites où vous êtes en ligne, si vous allez sur un site, allez dans la page à propos, vous allez voir c'est qui, ça donne un peu la description, on parle un peu de ce média, c'est qui est derrière, quels sont les responsables, il y a des contacts, il y a des mails. Ça donne un peu souvent une idée en fait de est-ce que ce média il est crédible ou pas. Voilà, pour ne pas faire long, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent compléter? Donc, pour rappel, la question c'était des outils, quels sont les outils à utiliser et est-ce que les informations qui viennent de l'Occident sont plus fiables que celles qui sont diffusées en local? Oui. J'ai partagé quelques conseils en bonne pratique et des outils aussi qui peuvent être utilisés pour vérifier. Pour ce qui est de l'information, il faut toujours, c'est pas parce que ça vient de l'Occident, on a vu que le Sénégal a vraiment vécu lorsque le président Macky Sall a annulé les élections. Beaucoup de médias français parlaient de coup d'État au Sénégal et c'était vraiment continu et c'était devenu en fait bon, j'ai pas utilisé le mot, mais il faut toujours vérifier parce que chaque organe de presse a un intérêt. Chaque organe de presse a un intérêt, qu'elle soit africaine ou occidentale. Elle a un rôle à jouer. Maintenant, c'est à la personne de pouvoir savoir quoi prendre comme information, quoi prendre avec des pincettes et quoi vérifier. Donc moi, bon, peut-être que parce que je suis journaliste, je fais toujours un croisement. C'est pas parce que une organe de presse internationale a donné une information que j'y crois automatiquement. Je vérifie tout le temps parce que je sais qu'il y a des intérêts qu'on ne connaît pas nécessairement. Comme c'est valable pour les organes africains, c'est aussi valable pour les organes occidentaux. Merci. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce que tu veux apporter ta contribution? Je pense que Aïcha et Anderson, ils ont déjà partagé pas mal d'outils et peut-être des techniques à adopter quand on est en face d'une information.
peut-être juste profiter, je vois dans le chat une question relative au fait quel est l'aspect positif pour les entreprises des médias qui diffusent en fait de la désinformation. Par rapport à cette question, j'aimerais dire que bon, en fait, la désinformation, peut-être euh, l'aspect positif, par exemple, pour un journaliste qui partage de la désinformation, c'est parce que vous savez, le secteur des médias est confronté à des défis structurels, et notamment un modèle économique fragile qui les rend souvent vulnérables à la manipulation par les élites politiques et économiques. Donc, souvent, quand un journaliste partage de la désinformation, si on regarde de plus près, c'est parce que peut-être il y a un politicien, bien, il y a un acteur derrière qui a, comment dirais-je, qui a proposé des avantages pour qu'ils puissent partager cette désinformation. Donc, je dirais que l'avantage, le positif pour ce journaliste, c'est d'accord l'argent, mais après, il y a peut-être sa crédibilité et tout qui est d'argent. C'est ça que je voulais juste ajouter. Merci beaucoup, Matteux. Prochaine question. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que, donc ça c'est plus pour Angers, nous à Polaris, est-ce qu'on a pris en compte les influenceurs dans notre campagne de sensibilisation, puisque ce sont des acteurs importants et qui ont un grand public. Donc ça c'est plus pour... Je vais répondre. Alors pour répondre à cette question, donc effectivement, oui, on a pris en compte les influenceurs. On a même fait une campagne qui s'appelle Raconte ton info, que vous pouvez retrouver sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Polaris Asso ou sur nos réseaux sociaux. Et on a partagé les récits de 3 personnalités sénégalaises, donc Mary Bey, qui est présentatrice télé pour la TFM, Khadija Cher, qui est voix off, et Chantal Tchoub, qui est chanteuse. Et elle nous a raconté en fait comment une rumeur, une info sur leur sujet a bouleversé leur vie. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu ça parce qu'effectivement, ce sont des acteurs très importants dans la vie. Ils ont surtout une très grande communauté. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour nous, surtout pour véhiculer notre message, de passer par eux. Donc voilà, c'était la première initiative qu'on avait menée et on va continuer à intégrer les influenceurs et les créateurs de contenu dans nos campagnes de sensibilisation. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Awa. Ensuite, donc prochaine question. Quelqu'un nous demande qu'est-ce qui explique la montée exponentielle de la désinformation, parce que c'est certes un phénomène qui existe depuis longtemps, mais pourquoi actuellement ce phénomène prend plus d'ampleur? Première chose, c'était en fait, si vous voulez, parce que si vous voyez l'histoire un peu du fact-checking, hein, comme je l'ai expliqué, l'origine du fact-checking pour pouvoir vérifier les contenus aujourd'hui, ça a commencé par les déclarations avant d'arriver dans ce... Mais au début des années 2000, aux États-Unis, il y a des blogueurs qui ont commencé à se dire, mais les médias ne relaient pas en fait leurs préoccupations réelles, en fait. Donc, on a commencé à nous accuser et donc, comme les médias qui s'acoquinent avec les politiques et qui ne sont plus en train de défendre les intérêts des citoyens un peu partout. Et donc, ce mouvement va prendre de l'ampleur. Donc, on va dire, à la base, c'est 2 choses combinées. C'est cette défiance, cette méfiance à la fois des politiques et aussi des médias, qui a réjailli aussi sur les médias, parce qu'on nous accuse d'être, voilà, de mèche. Mais surtout, ça va être porté par le développement d'Internet au début des années 2000. Et après aussi les réseaux sociaux. Et donc, les gens, quand Internet va commencer à se développer, les citoyens vont s'engouffrer dans cette brèche pour dire, voilà, on a une voie désormais, ce n'est plus seulement les médias qui vont relayer les informations pour nous, donc ils vont sélectionner, parce que aussi, vous voyez, on sélectionne les informations, le processus de traitement de diffusion, on sélectionne, et les citoyens se disent, on ne veut plus qu'on sélectionne pour nous, on veut nous-mêmes diffuser ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on pense. Et donc, ça va être les 2 à la fois, cette défiance, cette méfiance dans les institutions et les médias, et aussi l'opportunité que Internet et les réseaux sociaux vont donner en fait aux citoyens donc de démocratiser la diffusion et la publication des contenus sur Internet. Donc, voilà un peu comment on y arrive. Et vous voyez un peu Facebook en 2014 et tout ce qu'on va voir. Même si au départ, c'était un peu limite parce qu'il n'y avait pas assez de citoyens quand même sur les réseaux dans la décennie 2010 là. Et quand on vient après 2010, quand même, on voit
Et c'est là où vous allez voir un peu l'histoire aussi du fact-checking est intimement liée à la montée de la désinformation. Si je prends l'exemple des États-Unis en 2006, on a PolitiFact qui se lance dans la vérification des déclarations des hommes politiques et tout ça. Dans l'aspect francophone, on a qui lance un blog en 2008 qui se devient maintenant une rubrique en 2011. Le Monde qui lance les décodeurs aussi en Libération, c'était Désintox. Le Monde, c'était les décodeurs. En 2009, c'était un blog, ça devient une rubrique à part entière à partir de 2012. Et Africa Check qui est lancé en 2012. En Afrique, vous voyez un peu avec une version francophone basée à Dakar en 2015. Donc, au fur et à mesure que la désinformation va monter en puissance, les médias aussi vont créer des rubriques, des médias vont se créer spécialement pour lutter contre ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment la grosse partie de la désinfo, c'est sur les réseaux sociaux, relayés par On dirait qu'on a perdu là. La connexion de la Côte d'Ivoire les fait citoyens ses... parce que chacun peut prendre son smartphone buzz et donc ça va embrouiller encore davantage les gens. Merci beaucoup, Balkissa. Il nous reste combien de temps? 6 minutes, c'est ça? Il reste 6 minutes. D'accord, bah, je vais prendre 2 dernières questions et ensuite Ange pourra conclure. Donc, enfin, je vais juste lire les premières questions, après chacun pourra répondre. Donc, la première, c'est pourquoi procéder au fact-checking après publication des articles? Et ensuite, la dernière question qu'on va prendre, c'est que pensez-vous du fact-checking citoyen? Donc, que pensez-vous du fait que ce soit les individus eux-mêmes qui procèdent en fait au fact-checking? Donc voilà, je vous laisse répondre. Je vais répondre. En fait, il y a ce débat-là entre journalistes et organisations, en fait, instituts de formation de journalistes, c'est que est-ce que le fact-checking est une spécialité à part ou bien ça fait partie naturellement du rôle du journaliste? Euh, A priori, oui, mais vu l'ampleur des dégâts, il y a des structures spécialisées sur le fact-checking. Normalement, en fait, avant de publier, il faut vérifier les faits. Au lieu de publier et ensuite de venir vérifier ou après un démenti, ça c'est l'idéal. Hein. Idéalement, on ne devrait pas, pour les médias en tout cas, considérés traditionnels, sauf s'il y a des erreurs, bien sûr, ce qui est naturel et humain. Mais toute information, avant d'être publiée par un média, doit être vérifiée. Parce que ça fait partie du travail de journaliste, selon moi et mon expérience personnelle, parce que les gens ne sont pas d'accord sur le fait que le fact-checking est partie intégrale ou non. Mais pour moi, le fait qu'il y ait des structures spécialisées en fact-checking est opportun et valable parce que l'ampleur, c'est une, comme ils disent, infodémie. C'est quelque chose, c'est comme une pandémie hein, à l'échelle internationale, tout ce qui est fausse information. Maintenant, j'aimerais compléter l'intervention de Anderson par rapport au fact-checking. En fait, c'est le fait qu'il y a les algorithmes aussi qui contribuent à rendre ces informations qui ont plus d'interaction, ils les rendent virales, donc ça s'affiche plus. Ça, c'est un problème aussi. J'aimerais, pour la question de la dame, le rôle de... Non, c'est pas une dame, c'est un monsieur. Le rôle des citoyens dans le fact-checking. Nous, on a un programme qui s'appelle Affectivist Health Lab. C'est spécifique, c'est on peut dire du journalisme, du fact-checking communautaire. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est spécialement des journalistes citoyens qui sont outillés à faire de la vérification de faits sur des questions de santé au niveau communautaire. Donc, ce modèle-là existe et les citoyens qui ont les outils et la pratique, ils peuvent être initiateurs de fact-checking ou bien même participer dans un processus de fact-checking. Merci. Merci beaucoup, Aïcha. Je pense qu'on a fini côté questions, donc Ange, tu peux intervenir. Bonjour à tous et à toutes et je vous remercie encore pour votre disponibilité, Anderson, Aïcha et Mathieu et Balkissa également. Cette session a été très enrichissante. Moi, j'ai profité pour noter beaucoup de choses.
Je pense que la majorité des questions ont été abordées. Je rappelle aux participants que ça fait partie du projet Info que nous déroulons depuis septembre 2023. C'est le premier webinaire. Nous en aurons un second d'ici 2 semaines à la suite des résultats de notre enquête, parce que nous faisons actuellement une enquête sur le sujet de la désinformation au Sénégal et dans la sous-région. Je pense que, Maël, tu peux nous aider aussi à partager déjà avec les participants le premier policy brief que nous avons réalisé dans ce cas, qui vous permettra d'avoir une vue un peu sur le sujet. Et d'ici peu, une fois que je crois que vous avez laissé votre adresse mail dans les inscriptions, donc vous aurez d'ici peu aussi notre publication sur le deuxième policy brief et le livre blanc. Vous serez également informé des prochains webinaires. Merci, je ne dirai pas autre chose, je dirais juste merci aux intervenants d'avoir consacré du temps aujourd'hui à ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Ange, et je salue aussi ta disponibilité et ton professionnalisme pour organiser ces webinaires. On va juste donner 1 minute à tous les différents intervenants pour qu'ils puissent nous donner un mot de fin. Merci. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci, Ange, d'avoir été patient avec moi. Je sais que Emmaël, ça a été difficile de me joindre, mais en tout cas, merci de m'associer à ce webinaire et à votre initiative. Je aussi tiens à remercier mes copanélistes, Mathéo et Anderson, que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à suivre. Donc, c'est un plaisir Et Balkissa, merci pour la modération. Donc, c'est un plaisir. Moi, ce que je vais juste dire aux participants qui sont ici, c'est de toujours prendre le temps de vérifier parce que face à cette pandémie ou infodémie, c'est la responsabilité de tout un chacun d'essayer de lutter contre la désinformation. Et c'est un problème mondial. On a tous notre rôle à jouer et ne jamais minimiser son petit. Avant de partager, en tout cas, ou de cliquer, réfléchissez 2 secondes. Merci. Merci beaucoup, Madame Dabo. Monsieur Anderson. Ok, donc merci à Aïcha, Maël aussi pour toutes ces explications aussi qui nous ont édifiés nous tous. Merci aussi à Polaris qui nous a associés à cette session et puis aussi aux nombreux participants qui sont connectés pour nous suivre. Moi, je vais terminer pour répondre en même temps très rapidement à une question qui a été posée sur l'IA. Est-ce que l'IA, au-delà du numérique, de l'éthique, est-ce que l'IA est un élément qui va accélérer en fait la désinformation? Oui, ça va accélérer la désinformation. Peut-être dans l'avenir un peu plus, mais pour l'heure, on va dire pour l'heure, on a un peu de chance. C'est que c'est limité. Dans les contenus qu'on voit sur les réseaux sociaux et autres, la plupart, ce n'est pas généré par l'IA. Ce qu'on remarque dans les manipulés sur Internet, c'est soit on sort des informations qui sont vraies de leur contexte pour leur attribuer notre légende, notre explication, soit on les modifie un peu dans ce qu'on appelle, on les manipule. Et donc ça, avec la recherche d'images indexées, souvent on les retrouve plus facilement, même quand c'est en sort de leur contexte, on les retrouve plus facilement. Ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a une montée, une petite montée de contenu généré par l'IA, manipulé, mais c'est très peu pour l'instant. Peut-être c'est dû au fait que la plupart des gens utilisent les versions libres de l'IA, pas les versions payantes, parce que les versions payantes permettent de faire plus de choses, par exemple de cloner les voix, de faire des vidéos plus. Voilà. Donc, alors que les versions freemium là, permettent de créer, générer des contenus, mais qui sont facilement identifiables parce qu'ils sont il y a des signatures, ce n'est pas bien monté, tout ça. Donc, on peut voir un peu, c'est un peu grossier pour l'instant. Et donc, pour l'instant, on va dire qu'on a de la chance, mais l'IA risque, telles que les formes qu'on voit maintenant, risque d'accélérer, surtout dans notre contexte africain, la désinformation et la manipulation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Anderson, d'avoir pris cette dernière question parce que je pense que l'auteur, il tenait vraiment, je le voyais dans les commentaires. Donc, on va passer à Monsieur Mbaye pour le mot de fin. Merci beaucoup. Bon, juste aussi remercier Polaris Asso de nous avoir, comme je l'ai dit au début, de nous avoir associés à. Et je pense même avant cela, parce qu'il y a eu une enquête qu'ils ont menée et à laquelle je pense ils nous ont également associés. Donc, merci pour ça. Merci aussi à vous, Mme Balkissa, pour la modération. Et mes copanélistes, peut-être pour un mot de dernière fin, je dirais que bon,
c'est un phénomène aujourd'hui qui nécessite, la désinformation qui nécessite quand même une approche multi-acteurs. Tantôt Anderson l'a souligné, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, la désinformation devient de plus en plus sophistiquée. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus aujourd'hui difficile de détecter ce qu'est une fausse information parce que c'est des deepfakes, c'est des bots qui sont créés, c'est des faux comptes qui sont créés sur les plateformes pour amplifier ces fausses informations. Donc, il faut vraiment une approche multipartite, que ce soit nous, les acteurs de la société civile, les médias, ils ont également un rôle à jouer, mais aussi les plateformes numériques, parce que la plupart de la désinformation se passe sur les réseaux sociaux. Donc, aussi, eux, ils ont un rôle à jouer dans la régulation comment des contenus, même si souvent ils sont taxés du fait que la modération des contenus sur ces plateformes-là viole souvent la liberté d'expression. Mais en tout cas, il faut qu'on puisse travailler ensemble pour essayer de répondre à ce phénomène qui aujourd'hui, comme on a pu le voir, a des conséquences dévastatrices sur la société et sur la vie des individus de manière générale. Donc, c'est ça mes mots de fin. Et merci à tout le monde d'être là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mbaye. Quant à moi, je pense que je vais vraiment remercier tous les différents intervenants parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même à assister à un webinaire de qualité. Pour ma part, j'en ai beaucoup appris et je pense que j'ai eu à connaître des gens, vous précisément, que je ne connaissais pas à la base et que je vais continuer à suivre sur les réseaux. Ça me permettra quand même de me mettre à jour et puis c'est toujours bien de pouvoir suivre des acteurs qui sont quand même dans le numérique, dans l'information afin d'être beaucoup plus avisé et avoir des informations éclairées. Je vais aussi remercier Polaris Asso et les encourager aussi dans cette initiative qui est quand même salutaire, qui est louable. Et comme je vous l'ai dit, Polaris Asso, c'est une association quand même qui milite sur beaucoup de problématiques sur lesquelles elle apporte des solutions. N'hésitez pas à les suivre sur les différents réseaux sociaux pour que vous puissiez être au courant des prochains webinaires que je vais certainement animer. Donc, ça serait un plaisir pour moi de tous vous retrouver. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup.